vous remercie. Je remercie Madame Goto de son intervention. Je donne la parole à Madame Joyce Msuya. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je vous remercie de me permettre d'informer le Conseil quant à la situation humanitaire en Ukraine. Il s'est écoulé 2 semaines et demie depuis notre dernière séance d'information. Des frappes de missiles et de drones sur l'ensemble de l'Ukraine ont continué à entraîner des pertes lourdes pour les civils. Ces frappes, souvent conduites la nuit, alors que les températures sont extrêmement basses, continuent à tuer et à blesser les civils, à interrompre la fourniture de services essentiels et compromettent les éléments les plus essentiels pour les civils. Madame la Présidente, j'aimerais vous présenter les conséquences humanitaires sur le terrain. Ces derniers jours, les frappes ont visé des infrastructures énergétiques essentielles à Kharkiv, Odessa et dans la région de Dnipro. Des équipes de réparation ne peuvent pas intervenir suffisamment rapidement au vu des dégâts. Dans plusieurs oblasts, des interruptions intermittentes de 12 à 18 heures interrompent l'accès au chauffage et à l'eau pour des immeubles entiers, des quartiers entiers. À Odessa, une frappe de missile la semaine dernière a entraîné une destruction d'une station d'électricité auxiliaire qui servait des quartiers entiers, notamment un centre pour les personnes déplacées. La semaine dernière, des frappes ont touché des bâtiments résidentiels à Kharkiv, Soumy et Zaporizhia, ce qui a tué et blessé des civils, notamment des enfants. Ce qui poursuit un schéma que l'on a observé dans nos dernières séances d'information. Dans les oblasts de Donetsk et de Kharkiv, les autorités et les partenaires humanitaires ont accéléré les évacuations volontaires des communautés. Des frappes répétées avaient rendu impossible l'accès aux services les plus essentiels. Près de Pokrovsk, qui avait déjà été compris dans notre séance d'information de novembre, l'hiver a aggravé la situation. Les personnes âgées, les personnes handicapées, les familles avec des enfants en bas âge cherchent à évacuer après plusieurs jours sans chauffage, eau propre ou électricité stable. Dans certains quartiers, les températures sont négatives, les abris sont humides et ont parfois été déjà touchés par des frappes antérieures. À Liman, près de 3000 civils n'avaient déjà pas d'accès humanitaire, accès à l'assistance régulière, et des frappes ont restreint encore la circulation. Des volontaires locaux nous ont indiqué la semaine dernière que des familles rationnaient les approvisionnements humanitaires. Madame la Présidente, les infrastructures énergétiques ont été ciblées en Ukraine et dans la Fédération de Russie, et l'hiver ne fait qu'aggraver cette situation. Chaque station secondaire endommagée, chaque conduit de chauffage, chaque station de pompage peut entraîner des répercussions graves pour le bien-être des civils. À Kherson, une frappe la semaine dernière a endommagé une centrale de chauffage qui servait des milliers de résidents. Un docteur d'une clinique environnante a déclaré à notre équipe que les populations pouvaient survivre sans électricité pendant un temps, mais pas sans chauffage. Sans chauffage, nos aînés s'éteignent en quelques heures. L'OMS a vérifié des centaines de cas d'attaques visant des installations de santé cette année qui paralysent les services de santé alors que les maladies, les risques d'hypothermie et les cas de blessures grimpent en flèche. Le DIH est très clair. Les civils, les objets civils, où qu'ils soient, doivent être protégés et une attention doit être fournie pour les épargner. Les frappes indiscriminées, notamment celles qui entraînent une mort indirecte, disproportionnée ou des blessures aux civils ou endommagent des objets civils, sont strictement interdites. La 22e réunion des États parties de la Convention d'interdiction des mines antipersonnelles s'est conclue la semaine dernière.
L'ONU renouvelle donc sa préoccupation grave quant à l'intention de certains États de se retirer de ce traité et est préoccupée quant à la régression en matière de DIH que cela représente. Ces mines ne protègent personne. Madame la Présidente, les partenaires humanitaires continuent à apporter une assistance lorsque l'accès le permet. Ces dernières semaines, des vêtements d'hiver, des couvertures, des équipements thermaux ont été prépositionnés dans les oblasts en première ligne et des points communautaires ont été établis pour fournir aux civils un accès au chauffage, à l'électricité, aux services essentiels lors des coupures. Des centres collectifs ont été élargis pour les familles qui ont été évacuées par les couloirs. Des équipes de santé mobiles se déplacent lorsqu'il y a des coupures prolongées. Des convois interinstitutionnels continuent à apporter nourriture, comprimés de purification de l'eau, équipements médicaux, matériaux, équipements d'abri. 44 convois sont venus en aide à 50 000 civils dans les communautés les plus reculées le long de la ligne de front. Mais l'accès à certaines zones du front demeure très difficile. Les hostilités en cours, les routes endommagées, les restrictions sécuritaires entraînent régulièrement un retard ou une suspension des opérations humanitaires. Le personnel humanitaire se heurte à des dangers croissants. En décembre, jusqu'ici, un travailleur humanitaire a été blessé dans la région de Kherson. 8 cas d'endommagement à des bureaux, des biens humanitaires, des sites de distribution de l'aide ont été signalés d'après le système de surveillance et d'information concernant l'accès humanitaire de l'OCHA. Comme indiqué lors de la dernière séance d'information, un convoi clairement marqué comme appartenant à l'ONU à Kherson a été frappé en octobre alors qu'il apportait de l'aide, ce qui montre le danger qui plane sur les travailleurs humanitaires. Le DIH exige que le personnel humanitaire et les biens humanitaires soient protégés. Évaluer ces incidents, dialoguer avec les parties pertinentes est essentiel pour éviter que cela ne se réitère. Par ailleurs, une grande partie du pays n'a pas d'accès humanitaire. L'ONU ne réalise pas d'activités humanitaires dans les zones de l'Ukraine occupées par la Fédération de Russie. Toutefois, notre position est claire. Nous sommes prêts à apporter une assistance à tous les civils dans le besoin où qu'ils se trouvent, en donnant seulement la priorité aux civils qui affichent le besoin humanitaire le plus élevé. Madame la Présidente, l'hiver s'installe, l'accès est rendu plus difficile, notre capacité à intervenir dépend de financements suffisants et en temps voulu. Toutefois, le manque de financement contraigne nos activités. Seuls 65% des 278 millions de dollars nécessaires pour le plan d'urgence d'hiver a été reçu, entraînant des coupes pour les services d'assistance pécuniaire, chauffage, aide psychologique, protection pour les femmes et les filles sont visés. Or, ils sont les plus nécessaires en hiver. Le bilan humanitaire mondial, publication rendu public hier, souligne l'ampleur de ces besoins. 10,8 millions de personnes ont besoin d'assistance en 2026 et 2,3 milliards de dollars sont nécessaires pour venir en aide à 4,1 millions de personnes. La réponse régionale pour les réfugiés demeure majeure. Et au vu de l'ampleur de la situation, même des besoins qui ne sont même un manque modeste entraîne un besoin pour des dizaines de milliers de personnes. Cela a un coût humain, des familles dans des conditions, dans des températures frigorifiques et qui n'ont pas accès au chauffage, des femmes qui n'ont pas accès à des espaces sûrs, des personnes âgées en première ligne et qui ne peuvent pas évacuer. Madame la Présidente, les conséquences humanitaires sont claires. Les attaques qui visent les systèmes énergétiques entraînent des coupures dans des villes, des frappes dans les zones résidentielles
entraîne des déplacements de famille au milieu de l'hiver et l'accès humanitaire qui est contraint prive les plus vulnérables. Je vous exhorte, mesdames et messieurs les membres du Conseil, à utiliser les outils à votre disposition, votre voix, votre influence, votre unité lorsque c'est possible, pour garantir trois choses. Tout d'abord que les règles de la guerre soient respectées en pratique, pas seulement en principe, pour protéger les civils et les infrastructures civiles. Votre influence collective pour la protection des civils a un poids. Deuxièmement, et tout aussi important, pour le respect de la guerre, dans les règles de la guerre, il y a aussi un accès humanitaire sûr, sans entrave, pour les civils, qui doit être facilité. Lorsque l'assistance est compromise, lorsqu'elle est bloquée ou qu'elle connaît des retards, les conséquences sont immédiates et graves. Troisièmement, l'action humanitaire doit être financée au vu de l'ampleur des besoins. Les États membres, par leurs décisions, détermineront si des familles auront du chauffage, des soins médicaux et un abri cet hiver. Madame la Présidente, le peuple d'Ukraine n'a pas le privilège d'attendre que les conditions s'améliorent, mais connaît un quatrième hiver depuis l'escalade de cette guerre. Sous les tirs et dans l'obscurité, le Conseil ne doit pas simplement faire preuve d'empathie, mais adopter des mesures concrètes pour réduire les dégâts et préserver l'action humanitaire qui décidera de la survie ou de la catastrophe. Ces prochaines semaines, vous prendrez des décisions qui influeront sur le fait de savoir si cet hiver sera un autre chapitre de souffrance qui aurait pu être évité ou si